Quand la notion moderne de famille, refuge d'intimité, lieu de droit et de tendresse, se heurte à l'idée spartiate de reproduction, le contraste est brutal. Là où nous voyons personne et lien, Sparte voyait moyens et finalité. Loin d'être un caprice ancestral, cette manière de gouverner les corps et les naissances était une politique publique, une technique sociale pensée pour produire non des citoyens pluriels, mais des instruments de guerre. Si vous voulez aller jusqu'au bout de cette enquête et comprendre jusqu'où l'État peut modeler la chair et l'âme, restez avec le texte, abonnez-vous, activez les notifications et laissez un like et partagez si cela vous a aidé à voir autrement l'histoire. La cité se tenait dans la géographie, des maisons basses, des lits de joncs, la pente minérale des taillettes au loin, le fleuve Eurotas qui, selon les saisons, rendait l'air humide d'odeur de vase. Mais ce décor sobre dissimulait une machine sociale à l'efficacité redoutable. On y forgeait des adultes comme on trempe l'acier. Le bouclier était autant symbole que contrat social. On y trouvait gravé l'exigence première, être utile à la cité. Le silence, parfois, pesait comme une chape. Il était cultivé, entretenu, récompensé. Là où la parole réclamait vie privée, l'ordre public imposait neutralité. La première étape de cette chaîne n'était pas la caserne, mais la chambre nuptiale réglementée. Le mariage, chez les Spartiates, n'était pas tant une affaire de cœur que de choix public. Les unions obéissaient à des règles tacites et explicites. Âge choisi pour la procréation, partenaires évalués pour leur force physique et leur héritage génétique présumé, rapport entre lignées censés maintenir la cohérence sociale. Le marché des unions s'appuyait sur des pratiques de sélection moins visibles qu'une loi et plus contraignantes qu'une recommandation. On y évaluait la robustesse des corps, la réputation, les alliances familiales. Les jeunes hommes et femmes n'étaient pas psychologiquement immunisés contre ce régime. Ils avaient appris à voir leur avenir comme un devoir. À l'intérieur d'une maison spartiate, la lumière filtrait par petites ouvertures. Une mère recevait des consignes venues du conseil sans qu'elles soient toujours formulées avec douceur. Dans une reconstitution plausible, une matrone pouvait entendre d'un effort. La cité ne demande pas de caprice, donne ce qu'elle réclame, force, descendance. La phrase sèche n'était pas seulement injonction, elle était rappel de l'ordre. L'enfant n'appartenait pas à la famille d'abord, il appartenait au collectif. La femme spartiate elle-même, souvent forte et fière, était à la fois instrument et gardienne de ce système. On la décrivait comme aimante, résolue, mais aussi complice d'une discipline qui la dépassait. Son rôle était ambigu, elle protégeait la famille et l'effaçait en même temps. Vient ensuite l'inspection des nouveau-nés, rituel qui cristallise la tension entre intimité et instrumentalisation. Les récits antiques parlent d'examens faits à la naissance, de jugements qui pouvaient aboutir à l'abandon. Dans la reconstitution, la scène est solennelle mais contenue. Nouveau-nés posés sur des gens tressés. Hommes âgés, représentants de la loi, évaluons la vigueur du petit corps, le regard attaché moins à la tendresse qu'au calcul démographique. On ne dramatise pas l'acte, on le nomme et le replace dans son cadre institutionnel. Beaucoup furent laissés aux éléments, selon une formule qui atténue l'exécution. Un geste d'État, un verdict administratif rendu au nom de la survie collective. L'impact humain, en revanche, est loin d'être atténué. Chaque abandon tissait des lésions dans la mémoire familiale, un trauma social que la cité cherchait à anesthésier par le silence et la répétition rituelle. L'agogé, institution de formation et d'extraction, représente la transformation la plus radicale. L'enfant spartiate, entre l'enlèvement symbolique et le passage obligé, était arraché à la maison pour être reconditionné. Dans les casernes, les sons étaient durs, pas cadencés, ordre émis comme claque, froissement du jonc, frottement des sandales contre la terre. On y enseignait la discipline du corps et la suppression des attaches affectives. Les aérènes et instructeurs usaient de punitions calculées, privation, surmenage, réprimand de coriaces pour briser l'individu et forger le soldat. Les récits modernes tendent à mythifier la vertu de cette école. Une lecture critique met surtout en lumière le mécanisme. Soustraction de l'humain à sa pluralité pour le réinsérer dans une identité univoque, celle du guerrier-objet. Les dialogues que l'on peut reconstituer, sans prétendre à l'authenticité des mots d'époque, servent à rendre compréhensible la logique interne. Un jeune, à l'aube, peut demander « Pourquoi nous enlève-t-il, mais laisse-t-il nos parents ?» L'instructeur répond, la voix sèche « Parce que la cité doit exiger de toi ce que le foyer ne peut te donner. Indifférence aux pertes, obéissance sans réserve. »
Ce bref échange restitue l'effroi quotidien. La formation n'est pas seulement rude pour le corps, elle est une éradication lente des liens affectifs. Les rituels annuels, épreuves physiques et cérémonies religieuses mêlées à la discipline civique, complètent l'appareil. L'offrande à Artémis, l'usage du jonc pour marquer la privation, le simulacre de bravoure devant la communauté, toutes ces pratiques servaient à naturaliser l'institution. Elles firent de l'endurcissement une vertu et de la douleur une preuve d'appartenance. À chaque rite, l'État réapprenait aux citoyens non pas à questionner, mais à accepter. Une image revient souvent, la forge. La forge n'est pas seulement décorative, elle est métaphore du processus. On chauffe, on martèle, on trempe. La transformation exige chaleur et choc. Mais la forge a un coût. L'objet trempé perd une partie de sa malléabilité première. Dès lors, le soldat parfait est un être robuste mais moins capable de douceur. La figure de la crypte, mot qu'on utilise pour désigner la logique d'élimination et d'exclusion, incarne la face la plus sombre du système. La crypte n'est pas un lieu unique, ni toujours visible. C'est une procédure dispersée, une série de décisions administratives et rituelles, qui aboutissent à la mise à l'écart, voire à la mort de ceux jugés impropres. Les historiens débattent de l'ampleur et des modalités. L'analyse critique s'attache moins à quantifier qu'à comprendre les faits. La menace permanente d'exclusion fonctionne comme mécanisme de contrôle. Le risque de disparaître silencieusement pèse sur les comportements, formatant la population à l'autocensure et l'obéissance. On trouve là une logique de terreur institutionnelle, refroidie par le langage administratif, mais brûlante dans ses conséquences. Dans ce dispositif, la femme spartiate joue un rôle paradoxal. Forte, éduquée dans des voies que d'autres cités refusaient aux femmes, elle portait la charge de veiller à la qualité génétique et morale de la descendance. On lui confiait l'endurance, l'instruction domestique et parfois une autonomie relative. Mais cette autonomie se faisait au prix d'une instrumentalisation. La maternité n'était pas uniquement personnelle, elle était service public. Les mères qui acceptaient et promouvaient ces normes étaient, dans l'économie du système, à la fois victimes et actrices. Leur endoctrinement, souvent méconnu, repose sur une logique de protection. Protéger la cité revenait à protéger la famille, disait-on. Mais la protection se retournait. Pour que la cité survive, la famille devait sacrifier ses enfants au bien supérieur. Les Zelotes, eux, formaient le revers sombre de cette médaille. Esclaves et sujets, leurs conditions nourrissaient la peur permanente d'insurrection, prétexte récurrent au resserrement des règles internes. La militarisation de la société spartiate fonctionnait en double sens. Elle servait à extérioriser la domination sur les Zelotes et à intérioriser l'obéissance chez les citoyens. La nécessité de maintenir un rapport de force interne et externe banalisa l'usage de la violence institutionnelle. Les dispositifs de reproduction et d'entraînement prenaient alors une dimension stratégique. Former des soldats pour maintenir un ordre économique et démographique favorable à l'élite. La conséquence systémique de ces pratiques fut, paradoxalement, la fragilisation à long terme. Sur le court terme, la machine fournit des combattants et une cohésion redoutable. Sur le long terme, la rigidité éducative, la fermeture aux innovations sociales et l'érosion des liens familiaux réduisirent la capacité de la cité à s'adapter. Les chiffres démographiques, lorsque disponibles, trahissent une population étroite, souvent trop dépendante de l'excellence guerrière d'une minorité. Ajoutez à cela la richesse amassée par quelques-uns, la corruption latente, la perte de souplesse tactique face à des adversaires plus nombreux ou plus adaptatifs, et l'effondrement n'est plus surprenant. Le récit historique de Leuctrès et d'autres revers matériels se lit mieux à la lumière de ce diagnostic. Une machine immuable finit par se briser sous l'effet d'une réalité en mouvement. Au cœur de cette mécanique, la dimension psychologique mérite d'être mise en relief. Comment vit l'individu qui a été formé pour obéir plus qu'aimer? L'homme façonné dans l'agogie porte sur son visage la discipline comme une armure. Ses gestes sont précis, son sommeil parcimonieux, sa parole mesurée. Mais sous l'armure, on devine le manque. Un réseau de relations diminué, une capacité d'empathie restreinte. La cité peut gagner des combats, elle perd parfois ce qui fait la richesse humaine. La brutalité institutionnelle n'efface pas complètement la vulnérabilité. Elle l'ensevelit, créant des blessures intergénérationnelles. Les enfants des guerriers, par exemple, héritent d'une mémoire tamisée. Ils savent le sacrifice, mais ignorent la consolation. Les témoignages reconstitués qui jalonnent ce texte cherchent à rendre cette vie intérieure sans la dramatiser inutilement.
Une mère, réunie avec son fils devenu instructeur, peut murmurer « J'ai appris à ne pas pleurer ». Et le fils, à voix basse, répond « La cité ne veut pas de pleurs ». Ce bref échange condense la transmission d'une norme. L'endurcissement se célèbre et s'enseigne. Il n'est pas besoin de longues scènes pour comprendre la profondeur du dommage. La simplicité des mots suffit. Techniquement, l'État spartiate se servait d'une rhétorique qui naturalisait ses choix. La terminologie employée, devoir, honneur, devoir envers la patrie, dessine un espace moral où la contrainte devient vertu. Ainsi, abandonner un enfant n'apparaît pas comme meurtre, mais comme exigence, un calcul froid pour la survie. La critiquer exige de comprendre la logique qui la rend acceptable à l'intérieur du système. Isolement moral des acteurs, récit collectif de nécessité, surveillance constante. La machine fonctionne parce que chaque rouage croit servir un bien supérieur. Pourtant, la comparaison avec d'autres cités grecques met en lumière des alternatives historiques. D'autres polis privilégiaient une culture civique moins axée sur la militarisation généralisée, qui permettait néanmoins la résistance et la créativité sociale. Sparte n'était ni le seul modèle, ni le modèle inévitable. Elle était une option choisie dans un contexte de contraintes démographiques et géopolitiques. La question que l'on doit se poser est donc double. Comment un État en vient-il à instrumenter la reproduction? Et pourquoi les citoyens acceptent-ils, souvent sans voix, ces instruments? Les réponses mêlent peur, intérêt, tradition et incitation sociale. Le climax de cette histoire se trouve moins dans une scène unique que dans la conjonction des pratiques qui finissent par se retourner contre leur auteur. Lorsque la formation conduit à une homogénéité excessive, la cité perd la diversité d'esprit nécessaire à l'innovation tactique. Lorsqu'on sacrifie la sphère privée à la logique militaire, on appauvrit la créativité civique. Les batailles perdues, point culminant de l'histoire spartiate, se relisent comme symptômes d'une structure sociale trop spécialisée. La machine, au moment de la défaite, révèle sa corrosion. Les engrenages sont rouillés par l'inflexibilité. La conclusion que tire l'analyste n'est pas une condamnation moraliste gratuite, mais un bilan raisonné. Les pratiques de contrôle de la reproduction à Sparte ont produit des guerriers remarquables au prix d'une réduction dramatique de l'humanité des acteurs. Elles ont instauré une culture où l'État prime la vie privée et où la valeur d'un individu se mesure à son utilité militaire. Cette logique a assuré pendant un temps la domination. Elle a aussi semé les graines de la fragilité. Ce diagnostic appelle une leçon historique et morale pour nos propres sociétés. Quand l'efficacité devient l'unique étalon, quand l'appareil étatique se prétend habilité à gouverner jusque dans les corps, la marge d'erreur humaine et la richesse plurielle de la vie se trouvent menacées. Il ne s'agit pas ici d'un plaidoyer pour l'angélisme familial, ni d'une nostalgie des temps passés. Il s'agit d'un rappel que les institutions qui touchent à la reproduction façonnent l'avenir d'une société pour le meilleur et pour le pire. Si l'on devait retenir une image finale, ce serait celle de la forge au petit matin. On y voit le métal rouge, on y entend le marteau, mais on perçoit aussi autour les particules qui se consument et ne reviennent pas. La cité qui a forgé ces guerriers parfaits a payé ce prix intangible. Rester indifférent à cette histoire, c'est accepter la banalisation de la commande des corps au nom d'un idéal. Comprendre, au contraire, oblige à garder la mémoire des pertes et à interroger toute politique qui prétend, de façon moderne ou ancienne, définir qui mérite de vivre selon des critères utilitaires. La suite de ce récit entrera plus en détail dans certains épisodes concrets. L'organisation précise des mariages d'État, les témoignages rituels autour des inspections néonatales, les règles quotidiennes de la Gaugée et les variations dans l'attitude des femmes spartiates face à leur rôle. Nous examinerons également des exemples de dissidence, de résistance étouffée ou de tentatives d'échapper à la machine pour mieux mesurer l'étendue du consentement et de la contrainte. On entre donc par le détail dans les mécanismes concrets qui rendaient possible cette politique de la vie. Les mariages dits d'État n'étaient pas un simple protocole cérémoniel. Ils étaient l'un des leviers par lesquels la cité cherchait à guider, par des arrangements visibles, la composition même de sa population de citoyens. Les textes et les témoignages, fragmentaires, souvent rédigés par des observateurs extérieurs ou par des poètes qui mêlaient louanges et ironie, indiquent que les unions étaient à la fois soumises à la logique des lignées et à l'œil du public.
On combinait intérêts territoriaux, réputation guerrière et, surtout, la réputation physique et morale des familles. On cherchait des épouses capables non seulement de donner des enfants, mais de les former, d'inculquer avant même l'âge de la gaugée des habitudes de corps et d'esprit compatibles avec le rôle militaire. La cérémonie matrimoniale elle-même relevait d'un théâtre de symboles. La mariée, dit-on, subissait une préparation qui la transformait de jeune fille en matrone utile à l'État. Tresses retenues, vêtements dépouillés de fioritures, mise en scène presque funéraire qui soulignait la disparition de l'individu au profit de la fonction. Le mari, lui, recevait la reconnaissance publique, non pas tant en tant qu'époux que comme futur père d'enfants qui, demain, peupleraient les rangs. Ces mariages n'étaient pas toujours des accords privés, ils étaient soumis au regard des pères, aux chants qui chantaient la lignée, aux conseils qui pesaient la valeur d'une union à l'aune de l'intérêt collectif. C'est cependant dans la chambre où l'on présentait les nouveau-nés que l'on voit le plus crûment la logique d'État. L'inspection néonatale, parfois décrite de façon lapidaire par nos sources, se déroulait comme une sorte de rituel administratif. L'enfant, emmailloté, était amené devant un petit groupe d'anciens, de médecins traditionnels et de matrones. On évaluait sa santé, sa vigueur, la forme de ses membres, la clarté de ses yeux. Le verdict n'était pas prononcé par une seule conscience maternelle. Il sortait d'une procédure collective. Lorsque l'avis était négatif, les pratiques variaient. Exposition sur un lieu marqué, décision d'abandonner ou, parfois, une mise à l'écart déguisée en mort légitime. Les mots employés pour qualifier ces actes cherchent à les rendre acceptables. Sélection, épreuve, loi du peuple, et c'est cette rhétorique qui a permis leur banalisation. Pourtant, cette banalisation n'a jamais été absolue. Entre les lignes des récits officiels et des lois s'inscrivent de petites fissures. Gestes de pitié, mensonges de matrones, subterfuges commis par des mères. Les midwives, femmes au contact intime des naissances, tenaient parfois le destin entre leurs mains. Elles pouvaient, par discrétion ou par compassion, déclarer qu'un enfant était sans souffle pour le recouvrir d'un voile de silence. Ou, au contraire, déclarer qu'un faible nouveau-né avait survécu et le confier, clandestinement, à des réseaux qui pouvaient lui offrir une chance de vie hors du contrôle civique. Ce ne sont pas des grandes résistances organisées. Ce sont des frondes minuscules, ténues, tissées à la marge du régime, mais assez fréquentes pour rappeler que la contrainte rencontrait toujours sur son chemin la solidarité des corps. Ces actes de désobéissance prenaient des formes variées. Certaines mères feignaient des morts, d'autres acceptaient de quitter la cité et de vivre dans des conditions dégradées plutôt que de se soumettre à certaines inspections. Des familles, discrètement, se chargeaient d'enfouir un nourrisson sous la protection d'une parente qui vivait dans un village montagneux où la main de la cité se faisait plus lâche. Il arriva aussi que des hommes, pourtant élevés dans la discipline, se trouvent ébranlés par la vision d'un petit corps et, quelques nuits plus tard, disparaissent pour ramener l'enfant qu'ils avaient, la veille, recommandé d'abandonner. Ce sont ces tensions, visibles au bord des décisions, qui rendent compte de l'impossible fusion entre volonté étatique et affectivité humaine. L'agogé, l'institution de formation, est le second grand atelier de la fabrication sociale. On y cherchait à modeler corps et caractère par l'épreuve continue. Marche, jeûne, châtiment, compétition, privation. Les chambres communes, les repas en communauté, les syssitia et l'exercice permanent avaient pour effet d'émousser la singularité, de pousser à une conformité utile pour la coopération militaire. Les jeunes garçons apprenaient à se fondre dans la troupe, à obéir sans tergiverser, à ne pas montrer l'affliction. Les récits décrivent des jeux durs, vol imims, où le vol était encouragé pour aiguiser la ruse, mais punit sévèrement l'échec. Et des épreuves publiques où l'humiliation servait de rappel permanent du prix à payer pour la défaillance. Dans ces collectivités d'enfance, la camaraderie est aussi une force vivante. Les complicités forgées autour du feu, les alliances de jeunesse, les gestes de soin au petit matin contrebalancent la dureté institutionnelle. Là encore, l'État obtient ce qu'il vise grâce à des réseaux de convivialité qui travaillent à la fois pour et contre lui. Les amis partagent des rations, couvrent une faute, murmurent encouragement et raillerie. Ce sont ces matrices d'affection qui, parfois, transformaient le dedans de la Gaugée en une contre-société miniature, capable de protéger, d'amadouer ou de subvertir certaines règles. Les femmes spartiates, enfin, forment un chapitre à part. Souvent réduites dans la mémoire populaire à la figure de mère fervente du soldat, elles avaient, dans les faits, des marges d'action singulières.
Par le régime de la propriété foncière et par l'autorité morale que leur conférait la tâche de transmettre la lignée, elles jouissaient d'une influence tangible sur la naissance et l'éducation initiale des enfants. Certaines, par bravoure ou par calcul, acceptaient le rôle prescrit. D'autres le contestaient à bas bruit. Les femmes étaient tout à tour gardiennes de la tradition et source de dissidence, quand elles cachaient un nouveau-né ou quand elles faisaient front devant les anciens pour réclamer le droit de décider. Les lettres, les poèmes et les discours qui nous sont parvenus relatent des moments où des femmes utilisèrent leur crédit social pour faire pencher la balance. Elles pouvaient, dans des réunions domestiques, expliquer à d'autres mères les moyens de garder un enfant malade. Elles pouvaient organiser des complicités avec des épouses d'hommes influents pour contester un verdict. En ce sens, la résistance n'était pas toujours visible ni spectaculaire, mais elle a été persistante et structurée autour de solidarités féminines. Les forces de l'opposition prenaient aussi des formes plus larges. Il existait des groupes d'hommes qui, déçus par l'aveuglement de la doctrine, remettaient en question la pertinence d'une formation qui sacrifiait le tissu social sur l'autel de l'armée. Certains anciens soldats, marqués par la perte de camarades ou par des défaites stratégiques, dénonçaient l'étroitesse du modèle. D'autres, au contraire, persistaient à le défendre, arguant que l'existence même de la cité dépendait de cette fermeté. Le débat social n'était donc pas absent, il se tenait en assemblée, dans des conversations privées, parfois sur les places et toujours dans la mémoire des familles. Ce que ces tensions révèlent, c'est l'inévitable collision entre l'intérêt général brandi comme légitimité et la vie concrète des sujets. Là où l'État cherche à instrumentaliser la reproduction et la formation, il rencontre des corps qui ne se laissent pas entièrement réduire à une fonction. Les pratiques officieuses, cacher un enfant, falsifier un rapport, détourner une tradition, sont autant d'indices que la logique institutionnelle ne couvre pas toute la réalité humaine. Mais la machine savait aussi se défendre. Les sanctions, la surveillance réciproque, la stigmatisation publique, la perte de droits civiques pour ceux qui transgressaient étaient autant D'outils qui décourageaient la dissidence. La peur de perdre la place dans la Syssitia, la honte d'être considéré comme un traître à la collectivité, l'ostracisme, tout cela pesait lourdement. Les petits réseaux de solidarité devaient donc ruser constamment avec la mécanique répressive. Sur le plan stratégique, ces tensions eurent des conséquences visibles. Une cité qui élève ses enfants à l'aune d'un seul modèle devient vulnérable à des innovations tactiques extérieures, à des changements démographiques imprévus et à l'épuisement moral de ses citoyens. Les récits de défaite, jadis évoqués, prennent sens. La rigidité formelle, la suppression d'initiatives individuelles, la préfabrication d'hommes rouages ont rendu la cité fragile lorsque l'adversaire changeait de nature. Les effets de la politique de reproduction et de formation se lisent donc non seulement dans la démographie, mais dans la capacité d'adaptation collective. Pourtant, l'histoire montre aussi que la contrainte et la résistance finirent par s'entrelacer dans des compromis incertains. Au fil du temps, la cité dut tolérer certaines échappées, intégrer des ruses, accepter des pratiques locales qui échappaient au contrôle strict sous peine d'aliéner définitivement son propre tissu social. Les frontières entre conformité et subversion devinrent poreuses. Des usages autrefois condamnés furent tolérés tacitement, dès lors qu'ils ne remettaient pas en cause l'ossature militaire. Cette porosité est l'un des enseignements principaux. L'État, pour survivre, a besoin de capitaux humains où la dureté officielle se trouve amortie par la compassion privée. À présent, il faut approcher en détail quelques épisodes exemplaires, scènes qui, prises une à une, rendent tangible ce que signifiait vivre sous ce régime. Il y a d'abord la veillée de la matrona qui, après une naissance anxieuse, consulte en secret la vieille sage du voisinage. Il y a la nuit où un jeune aspirant, frappé d'une crise de pitié, ramène un nourrisson laissé sur le bord d'un sentier. Il y a le jour où une mère, dans l'assemblée, se lève et défie l'autorité, réveillant un murmure qui court comme une traînée d'huile. Ces scènes, que nous raconterons maintenant une à une, mettent en lumière les tissus sensibles et résistants d'une société apparemment monolithique. La matrona avait accouché à l'écart, dans la pièce basse où l'air retenait encore la chaleur du feu. On avait entendu d'abord un cri, puis le souffle irrégulier de la femme qui reprenait pied, et enfin ce petit bruit presque inaudible, le pli d'un linge autour d'un corps neuf. La maison sentait la fumée mêlée aux feuilles d'achillée. La lampe tremblait sur la table, comme si elle hésitait à donner sa clarté. Quand la voisine sage-femme approcha, elle posa la paume sur la joue du nouveau-né et ferma les yeux.
Sa main revenait couverte d'une poussière douce, d'un linceul d'après-midi. Elles savaient toutes deux que la naissance, dans ces temps, n'était jamais seulement un événement privé. La cité observait. Ces règles s'infiltraient jusque dans les couloirs des demeures. Perdre la place à la Syssitia, voir le toit social se fissurer, voilà ce qui faisait battre plus fort le cœur des mères que la douleur elle-même. La matrona, les yeux cernés, murmura des noms possibles et des dates qui, si l'on en parlait au mauvais officier, sonneraient comme une condamnation. La vieille lui apprit à donner au bébé un nom d'usage, à le placer chez la nourrice du quartier où l'on connaissait des complicités, à cacher un signe, une tache de suie sur la jambe, un pli du tissu, qui permettrait plus tard de le retrouver sans trahir celle qui l'avait protégé. Elle recommanda des paroles pour la nuit, des prières anciennes, des formules qui, prononcées devant le feu, semblaient effacer la mémoire officielle. Tout cela se fit en silence, avec des gestes précis, comme un rituel secret que ratifiait la confiance entre deux femmes. La nuit suivante, un aspirant au manteau couturé, jeune et pâle, marchait le long du chemin qui borde la vallée. Il vit d'abord le balancement d'un coin de tissu, le reflet mouillé d'un visage tourné vers les étoiles. Le sentier était désert, un chien aboya au loin. Il s'arrêta, sentit la main écarlate de l'émotion et se souvenait des leçons d'obéissance, des punitions pour les défaillances. Pourtant, quand il prit l'enfant dans ses bras, quelque chose en lui se desserra. Il sentit le poids de la vie réelle, celui qui ne se laissait pas réduire à des doctrines. Il ne le porta pas vers les casernes. Il prit le chemin contraire, vers les rues basses, où la discipline y paraissait moins absolue et où des bouches comprenaient la langue du secours. Un compagnon d'enfance, désormais forgeron, accepta de garder le silence. Une femme, qui avait déjà perdu un fils, offrit des langes. L'aspirant rentra le visage couvert d'une poussière qui n'était ni honte ni fierté, mais une trace de culpabilité douce, de résistance qui naissait sans tambour. Au matin, dans l'assemblée du quartier, une mère se leva. Elle avait le visage marqué par des veilles, et dans sa voix, il eut d'abord la cassure d'une peur soigneuse. Puis la parole monta, nette, exigeante. Elle parla des enfants qu'on arrachait aux nourrices, des rites qui substituaient à la tendresse une statistique, des foyers qui se vidaient faute d'affection reconnue. Sa main frappa la table. Les anciens se mirent à regarder l'assemblée comme si l'on venait de jeter une pierre sur une eau calme. On voulut la faire taire, la honte furtive, la menace à peine chuchotée. Mais d'autres femmes se levèrent, d'abord 2, puis 4, et leur murmure devint parole. Certains hommes, inconfortables, détournèrent les yeux. La mère qui avait parlé sentit la colère du pouvoir se profiler. Elle sut aussi que, par ce geste, elle allumait une chandelle dans l'ombre. Ce petit soulèvement ne renversait pas encore la machine, mais il faisait apparaître parmi les pierres du système des fissures où la chaleur humaine s'insinuait. Ces épisodes montrèrent à leur manière combien la vie tâtonnait pour se frayer un passage. La loi avait prévu des structures, la pratique inventait des échappées, des gestes minuscules et obstinés qui, mis bout à bout, forment la trame d'une solidarité clandestine. La rumeur monta, comme une fumée lente, d'abord feutrée, puis plus dense, qui gagnait les venelles et les arcades. On voyait des femmes se pencher au seuil, des hommes s'arrêter, le geste suspendu entre le soupir et la parole. On murmurait le nom du quartier, puis celui de la matrona, enfin des détails épars. Une lampe qui vacillait, un linge blanchi au bord d'une fenêtre, le cri d'un nouveau-né dans une nuit trop pleine d'yeux. Les anciens, aux portes de pierre, sentirent aussitôt la menace. La cité ne pardonnait pas les écarts qui mettaient en péril l'ordre des listes et des repas collectifs. Ce n'était pas seulement l'enfant qu'on protégeait, mais un principe, et le principe offrait à l'ordre une raison de frapper. L'aspirant, qui avait embrassé la neige de la discipline sans savoir quelle chaleur celle-ci recelait, se couvrit d'une cotte de laine et partit. Il passa par les rues basses où l'air avait le goût des écopes et des herbes sèches. Il évita les places hautes, surveillées par des yeux que l'on disait clairvoyants. Le forgeron l'attendait devant la forge. La braise jeta un rouge fugace sur son visage buriné. Ils parlèrent à voix basse, sans phrases longues ni promesses qui pèsent. On décida. L'enfant ne restera pas là où la peur pouvait entrer par la porte comme un invité. Il fallait lui offrir un logement qui paraisse ordinaire, une nourrice dont la parole et le silence fussent à vendre contre quelques pièces et un regard reconnaissant. La femme, qui avait déjà perdu un fils, prit la dernière décision, sèche et claire. Elle fit signe aux autres et la chaîne des gestes prit de l'élan.
Le déplacement se fit à l'aube, quand la cité tenait encore ses paupières lourdes. 2 femmes tinrent l'enfant contre elles, comme on porte une étoffe fragile. L'aspirant ferma la marche, la main posée sur la poigne d'une épée qu'il n'avait pas l'intention d'employer. Ils franchirent des cours, contournèrent des maisons où l'on chantait des psaumes de levée, croisèrent un garçon qui vendait du lait. À la porte de la nourrice, on frappa peu. La voix de la vieille femme fut un accord, et la nourrice, qui avait l'habitude de remplacer des mémoires par des caresses, prit l'enfant sur son sein. On mit la marque recommandée, une poussière de suie, frottée avec un morceau de térébinthe dans le creux d'une jambe. C'était un signe humble et honteux, mais il disait « Je suis connu de ceux qui aiment ». Pendant ce temps, à l'assemblée des anciens, la parole de la mère qui avait frappé la table a trouvé des échos. Certains la traitèrent de factieuse, d'autres, moins hardis, parlaient d'un désordre à contenir. On envoya un raisonneur, un homme à La voix mielleuse et au regard rapide pour sonder la rue, pour ramasser des bribes et les porter comme preuve. Les patrouilles s'étoffèrent. Elles n'avaient pas encore le visage des bêtes, mais elles prenaient la forme d'hommes aux pas mesurés, aux questions qui commencent par la bienveillance et finissent par la contrainte. La matrona sut qu'il y aurait des visites. Elle ne trembla pas, mais ses mains, habituées au geste de l'accouchement, se mirent à travailler plus vite, comme pour tenir l'esprit occupé. Elle fit envoyer, par un circuit de femmes, des provisions à la nourrice, de l'argent emprunté aux compagnes, une lettre simple et sans adresse nominative. « Prends soin, garde la nuit, empêche qu'on voie. » Elle enjoignit à la vieille sage-femme de dire, si l'on venait, que l'enfant était le fils d'une veuve humble, venue d'une autre ville, un pauvre que la compassion avait recueilli. Ce mensonge, doux et nécessaire, était la première pierre d'une vérité future. Un soir, un soldat à qui l'aspirant avait un peu parlé de choses qui n'étaient pas dans les manuels se rendit à la table commune. Il n'y avait pas dans ces repas que du pain, il y avait aussi des regards qui jaugeaient la fidélité. L'aspirant s'assit, mais ne mangea presque pas. Son esprit était avec l'enfant, avec la suie sur la jambe, avec la voix rauque de la nourrice qui berçait. Quand un homme de haut rang prit la parole pour accuser d'une sympathie mal placée, l'aspirant sentit la tension comme une corde. Une partie de lui apprit les mots de l'obéissance et savait les réciter. Une autre partie fut prise par la nécessité de ne pas trahir la petite vie qui avait reposé sur son bras et qui maintenant dormait, ignorante, à la distance d'une ruelle. La nuit où l'on vint questionner la nourrice, ce n'était pas un seul officier, mais 2 hommes qui frappèrent à sa porte. Leurs lampes dessinaient des ombres sur les pierres. La femme sembla d'abord accablée, puis solide. Elle leur donna le nom d'une ville lointaine. Elle montra un papier qui n'était pas son nom, mais une pilule de papier où l'on pouvait lire un laconique bout de récit. Les hommes, dressés à trouver des fissures dans les mensonges, cherchèrent dans ses yeux et n'en trouvèrent point. Ils fouillèrent la maison comme on foule un limon. Ils passèrent un doigt sur les tissus, ouvrirent les coffres, firent claquer des paroles comme si celles-ci pouvaient briser à elles seules la solidarité. Rien. La nourrice répondit avec des pourboires et des peut-être, et leurs voix finirent par tuer leurs suspicions. Mais l'odeur d'une recherche laissait toujours une trace. Après leur départ, la nourrice eut la main qui trembla en posant la lampe. Un fil de peur, mince comme une racine, s'enfonça dans son sommeil. La matrona revint, trouva des outils rangés et des pensées toutes prêtes. Elle comprit que l'on ne pouvait se contenter de la cachette. Il fallait un plan plus vaste, des maisons relais, des faux registres, des complicités qui s'étendraient jusqu'aux familles de pêcheurs et aux boutiquiers. On se mit à recopier des noms, à inventer des histoires, à tisser un réseau de petites vérités illégales. La parole publique ne finit pas pour autant. À l'assemblée du quartier, la mère qui avait osé parler reçut des visites nocturnes. Ce n'étaient pas des amis, c'étaient des ombres qui lui offraient la peur. « Cesse, murmura l'un, à demi-sourire, ou tu perdras la place à la Syssitia. » Elle répondit par un silence qui n'était ni bravade ni soumission, mais qui pesait comme du plomb sur la balance des jours. D'autres pourtant lui portèrent du pain sans dire leur nom. Des pères Dieu se trouvaient et s'accordaient. L'aspirant qui avait pris l'enfant fut rappelé au camp pour des manœuvres, un ordre, simple, net. On disait qu'il fallait montrer la force, que l'exemple valait plus que la parole. Il s'agenouilla une nuit dans l'ombre, près du feu qui n'était pas le sien, et pensa à l'enfant qui dormait, à la suie sur sa jambe et au visage de la nourrice. Il eut un geste tranquille. Il grava sur l'intérieur d'une lame un petit trait, comme un secret qui ne se prononce pas. Puis il se remit debout et alla rejoindre les rangs.
Là, parmi la discipline et la répétition, il trouva une étrange paix. Il n'annonça rien. Il sut que la fidélité n'avait pas toujours besoin du bruit pour s'affirmer. Parfois, elle se mettait dans la minutie d'un trait gravé. La cité, en surface, gardait ses apparences. Les marchés s'ouvraient, les prêtres marmonnaient au temple, des jeunes filles tressaient des couronnes. Mais sous cette surface, la vie avait pris des chemins souterrains, des nourrices anonymes, des aiguilles qui recousaient les histoires, des femmes qui promenaient des sacs et, dans ces sacs, portaient ce qui sauverait un enfant. Des complicités se cristallisaient en promesses silencieuses. Les fissures mentionnées par la mère n'étaient plus que hypothèses. Elles devenaient des passages où l'on glissait, à la lumière faible d'une chandelle, pour échapper aux mains qui voulaient tout compter. Un matin, un messager annonça qu'un officier, irrité par les manques d'ordre, irait rendre visite à l'assemblée. On sentit la tension s'épaissir. La matrona prit à part la mère qui avait parlé et lui dit sans détour « Si l'on te demande, parle pour la cité, mais garde en toi ce que l'on a fait. Les mots qui protègent peuvent être aussi des béquilles. » La mère hocha la tête. Elle comprenait que la lutte se menait sur deux fronts, celui de la rue et celui des paroles qui conservaient la dignité. La journée de la visite arriva. L'officier, grand, glabre, fit son entrée comme si l'ordre était une chose qui se portait sur les épaules. Il parla des lois, des pertes que causent les affranchissements, de l'importance de la syssitia comme ciment de la cité. Sa voix était huilée, ses exemples tranchants. On vit des têtes s'incliner. On vit aussi, par derrière, des mains serrer des pansements et des tissages. La mère, qui avait osé frapper la table, se leva, le cœur battant, la voix mesurée. Elle parla d'enfants qui s'éteignent parce qu'on leur arrache l'affection, de rites qui n'ont plus de chaleur, du vide qui grandit dans les foyers. L'officier sourit, d'abord condescendant, puis ce sourire se dégrada. Il sentait que son discours perdait sa force face à une revendication simple et humaine. Il ordonna des vérifications. Les anciens écrivirent des demandes, des hommes en firent des listes. Mais, tandis que la bureaucratie tissait sa toile, la vie continuait de se sauver par d'autres moyens. L'aspirant, assis au bord d'une fosse d'exercice, sourit quand on le questionna sur son zèle. Il avait appris à raconter la vérité filtrée, et sa bouche sut dire ce que l'on voulait entendre sans livrer la chaleur qui l'habitait. Car il y avait désormais chez lui une autre loi, celle qui mettait la vie avant les catégories. Le conflit n'éclata pas en violence ouverte. Il s'installa en patience, en pression froide, en menaces voilées. Mais chaque acte de protection, chaque berceuse chantée dans une arrière-cuisine avait le goût d'une petite victoire. La matrona comptait ses victoires comme on compte des graines. Elles semblaient peu, mais étaient prêtes à germer. Et, dans la nuit, l'enfant remua, la suie à la jambe. Une sagesse ancienne chuchota dans la maison. Tant qu'il y a un souffle, il y a une chance. Et la chance se nourrit de mains qui se tendent. La cité attendait encore un geste plus grand, un tournant que nul ne pouvait annoncer. Les fissures paraissaient, mais la pierre tenait. Ceux qui protégeaient savaient que la moindre erreur pouvait tout briser. Ils s'organisèrent en prudence, apprenant à parler peu, à sourire sans dévoiler, à faire de la discrétion une arme. Et tandis que la lumière descendait sur les toits, la petite flamme de la lampe, déjà témoin de la naissance, trembla une fois de plus. Non pas par peur seule, mais comme en attente d'une décision à venir.